Votre invité aujourd'hui dans la grande interview d'Ecorama, c'est François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Alors avec 2 mois d'avance, la BCE hier a dévoilé les grandes lignes finalement de sa revue stratégique. Pourquoi juste une question de forme? Pourquoi cette accélération du calendrier? Il n'y avait pas d'urgence, non? Non, mais nous étions prêts. Vous savez, on se plaint souvent de l'Europe qui est en retard, qui manque de vitesse. Là, le Conseil des gouverneurs de la BCE est en avance. Nous avons décidé vite, je crois bien, et à l'unanimité, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, pas de voix discordante, ça c'est bien. Non, il y a même unanimité positive, des 25 autour de la table. Oui. Je rappelle toujours que le Conseil des gouverneurs, j'étais à Francfort mercredi, où nous avons discuté très en détail ce qui a été annoncé hier par Christine Lagarde. On a terminé mercredi soir, nous étions heureux de cette unanimité. 25 parce qu'il y a les 19 gouverneurs des 19 pays de l'euro, plus les 6 membres du directoire de la BCE, dont la présidente Christine Lagarde. Et chacun des 25 compte. Bon, alors ce qui est nouveau, c'est que la BCE vise désormais 2% d'inflation à moyen terme, et non plus, parce que pendant 18 ans, depuis 2003, c'était différent, et non plus une inflation inférieure, mais proche de 2%. Le glissement sémantique est important. C'est une évolution plus qu'une révolution. Alors, ce n'est pas une révolution. Et je crois que les banques centrales ne sont pas là pour faire la révolution, parce qu'elles sont là pour inspirer confiance aux citoyens, et notamment confiance dans la valeur de la monnaie. Par ailleurs, les banques centrales ne décident pas elles-mêmes leur mission. Notre mission, elle nous a été attribuée par le traité, voté démocratiquement, et ce traité, il nous donne une boussole, c'est la stabilité des prix. Donc tout ça, on le garde, et c'est très important pour les citoyens européens. Mais si ce n'est pas une révolution, je dirais que c'est une sérieuse remise à neuf. Nous n'avions pas fait de revue stratégique de ce type depuis 18 ans. Et depuis 18 ans, il y a eu au moins 3 changements très importants. On parlera sans doute de 2 autres changements, mais je commence par le changement économique qui justifie ce que vous disiez sur l'objectif d'inflation. Si vous me permettez de prendre un tout petit peu de temps pour expliquer pourquoi, effectivement, cette précision, cette révision de l'objectif d'inflation. Ça correspond à un changement économique important pendant ces 18 ans, c'est que nous avons vu que le risque d'inflation trop basse, qui correspond à une économie un peu anémiée, en sous-activité, est au moins aussi significatif que le risque d'une inflation trop haute qui correspond à la surchauffe. Souvenez-vous, traditionnellement, on parlait du risque de surchauffe. On a été plus proche de 1% d'ailleurs depuis 20 ans. Nous avons plutôt vécu sur ces 18 ans, en Europe et ailleurs. D'ailleurs, vous regardez les États-Unis ou le Japon, nous avons vécu le risque d'une inflation trop basse, anémiée. Et donc, il était très important de marquer que notre objectif d'inflation de 2%, il est symétrique et ça n'est pas un plafond. Parce que si vous mettez un plafond à 2%, vous ne l'atteindrez jamais en moyenne. Ce n'est plus un plafond indépassable maintenant, c'est 2%. Absolument. C'est ça, nous avons dit que nous pourrions le dépasser temporairement et que si on veut atteindre 2% d'inflation en moyenne sur la durée, ce qui était l'esprit à l'origine, il faut marquer qu'on peut le dépasser temporairement. Comme on est sur Ecorama, je vais peut-être ajouter un autre changement économique qui est plus technique, mais qui est très important dans notre métier. Sur la même période de 18 ans, on a vu une autre tendance mondiale, c'est la tendance à la baisse structurelle, naturelle des taux d'intérêt. Alors les économistes, je ne vais pas les citer trop, mais appellent ça du terme anglais R star, R étoile. Le taux d'intérêt, indépendamment même de la politique monétaire, a tendance à baisser à l'échelle mondiale. Pourquoi ? Parce qu'il y a davantage d'épargne et il y a moins d'investissement. Et si vous ajoutez la tendance à une inflation trop basse, plus cette tendance à la baisse des taux d'intérêt, ça veut dire que les banquiers centraux, dont la Banque centrale européenne, ont plus de risques de venir buter sur ce qu'on appelle la frontière basse des taux d'intérêt, le plancher des taux d'intérêt. Ça se dit aussi en anglais, quelquefois effective lower bound. Et quand vous butez sur cette frontière basse, la politique monétaire risque d'être moins efficace. Donc pour le résumer d'un mot sur ce changement, pour échapper à ce plancher des taux d'intérêt, il faut écarter l'idée que notre objectif d'inflation est un plafond. Ouais. Après, cet objectif, c'est aussi une façon de se prémunir de 2% en moyenne, se prémunir contre cette sortie de crise où il y a aussi plus d'inflation. C'est-à-dire qu'en fait, cet objectif de 2% symétrique, je reprends vos termes, ça veut dire que vous faites preuve de plus de souplesse, de flexibilité autour de cet objectif. Oui, et si... Certains y verront un biais accommodant. Ils auraient tort ou ils auraient raison ?
La politique monétaire a été accommodante oui, mais déjà ces dernières années, a déjà été accommodante ces dernières années, à bon droit, puisqu'on était en dessous de l'objectif d'inflation. On y est toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, je rappelle, le dernier chiffre d'inflation dans la zone euro, c'est 1,9% au mois de juin, alors même qu'on a toute la poussée qu'on sait temporaire sur le prix des matières premières. Et notre prévision d'inflation pour 2023, une fois cette poussée temporaire passée, c'est 1,4. Donc vous voyez, on est encore dans une situation qui justifie complètement une politique monétaire accommodante. Mais ce que nous disons en plus, c'est que le 2% n'est pas un plafond, et donc nous pourrons le dépasser temporairement. Il faudra analyser le temporaire. François Villeroy de Galhau, le diable se niche dans les détails. On a compris donc qu'il y aura vous allez tolérer des dépassements, vous l'avez dit, donc temporaires, transitoires, de l'inflation, donc au-delà, autour de 2%. La question, évidemment, c'est de quel ordre et pendant combien de temps ces dépassements? Est-ce que déjà vous avez en tête des ordres de grandeur ou rien n'est prédéfini? On verra le moment venu. Non, alors je crois qu'en politique monétaire, il faut combiner les caps et le jugement. Nous avons marqué les caps hier très clairement. Après, il faudra juger selon les situations. Donc, clairement, quelques mois, quelques trimestres. Clairement, nous n'avons pas évoqué de durée, nous n'avons pas évoqué de chiffres. Je crois que tout est une question de contexte. Et on nous pose aussi parfois la question en disant mais comment vous allez faire pour atteindre ce cap? Quelle décision de politique monétaire vous allez prendre sur vos instruments? Ça, c'est chacun de nos conseils de politique monétaire qui y répondent. Je rappelle que nous avons 8 conseils par an, nous en avons encore 4 d'ici la fin de l'année, donc tout ça permet d'exercer le jugement et puis de décider, si j'ose dire, sur le plan tactique, sur les instruments. Ce que nous avons marqué hier, c'est la stratégie, le cap, et ça, on ne l'avait pas fait depuis 18 ans, on le refera ou on le réévaluera dans 4 ans, il ne faut pas attendre trop longtemps, mais vous voyez que c'est beaucoup plus durable. Ouais. En tout cas, je reviens à cette question, ce dépassement de cible, ça donne comme le sentiment d'un billet accommodant un petit peu plus, un nouveau billet accommodant. Même s'il est léger, vous assumez que ce soit perçu comme tel? Je ne crois pas nécessairement que ce soit un biais accommodant. Encore une fois, on marque clairement que notre objectif, c'est 2%. Et au fond, nous avons derrière clarifié peut-être un certain nombre d'ambiguïtés. Mais quand j'ai dit que notre objectif de 2%, il est naturellement symétrique. Parce que si vous dites que votre objectif est un plafond, vous ne l'atteindrez jamais dans la durée en moyenne. Mais, et à partir du moment où nous disons que c'est symétrique, nous disons qu'à certains moments, nous pourrons le dépasser pour une période temporaire modérée, mais ça, ce sera du jugement à exercer. Que répondez-vous à celles et ceux, François Villeroy de Galhau, qui vont vous dire que vous avez un an de retard sur la Fed, que la Fed a déjà fait tout ça un petit peu différemment en août 2020, en laissant, entre guillemets, je dis entre guillemets, filer l'inflation au-delà de 2%? Alors, je répondrai que eux, c'est eux, et nous, c'est nous. Effectivement, nous avons apporté une sérieuse remise à neuf et clarification sur l'objectif d'inflation. Encore une fois, pour échapper au plancher effectif des taux d'intérêt, dire clairement que notre objectif d'inflation n'est pas un plafond. Mais nous n'avons pas été aussi loin que la Fed, qui a introduit l'an dernier un concept que, alors pardon du terme anglais, ils ont appelé Flexible Average Inflation Targeting, c'est-à-dire un moyen âge de l'inflation. Oui. Mais ils ont dit en même temps que c'était flexible sur une période qu'ils n'ont pas précisée, dont ils n'ont pas précisé le point de départ. Et je dois dire que ce concept, nous en avons discuté, nous l'avons écarté, parce qu'il nous a semblé poser plus de questions que d'apporter de réponses. Elle n'a pas plus les coups des franches, la Fed, que vous, avec sa nouvelle décision d'inflation en moyenne de 2% flexible? Écoutez, il y a tout un débat de politique monétaire aux États-Unis aujourd'hui qui n'est pas mon sujet ce matin. Certains disent que la Fed a peut-être pris des risques avec l'inflation. Nous, en tout cas, nous avons pris une décision, c'est de ne pas retenir ce moyen-âge flexible, moyen-âge en un seul mot, parce que, encore une fois, ça a suscité, côté Fed, regardez le débat américain, énormément de questions. À partir de quand court la période? Sur combien d'années on calcule cette moyenne, etc. Et la Fed a pour l'instant laissé ces questions très ouvertes. Donc nous disons des choses plus simples, mais je crois aussi opérationnelles. Objectif d'inflation de 2%, et ça n'est pas un plafond. Alors, vous confirmez que le coût du logement sera mieux pris en compte par la BCE dans son calcul de l'inflation. Ça fait longtemps que vous l'aviez en tête. C'était une demande peut-être aussi des Européens de Alors se là, dire c'est un budget important, le logement. Est-ce que c'est bien pris en compte par rapport au ressenti d'inflation? Alors là, on arrive à un deuxième changement. J'ai parlé du changement économique qui est le risque d'une inflation trop basse depuis 18 ans, qui est cette tendance à la baisse des taux d'intérêt, et puis ce risque du plancher. Il y a un deuxième changement qui a été très important dans notre revue stratégique, c'est ce que j'appellerais un changement psychologique, c'est au fond les attentes de nos concitoyens. Et
Une des grandes nouveautés de cette revue, on en a peut-être moins parlé, c'est que dans chacun des 19 pays de la zone euro, nous avons été à la rencontre des citoyens. On l'a fait particulièrement en France, une opération qui s'appelle la Banque de France à votre écoute. On a fait ça en ligne pour cause de Covid. Mais il y a, David Jaco, nous avons été très heureusement surpris par ce chiffre, 260 000 de nos concitoyens, à ce jour, qui a un titre ou un s'intéressent autre, à la politique monétaire. se sont intéressés à la politique monétaire, ont participé. C'était très au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Et ils nous ont dit un certain nombre de choses, on y reviendra. Ils nous ont dit d'ailleurs au passage, nous, la politique monétaire, on ne la comprend pas, on ne la connaît pas, ce qui n'était pas une surprise. Mais ça nous intéresse. Donc, expliquez-nous, mais avant, entendez-nous sur nos questions. Et dans les questions qu'ils nous ont posées, une des questions qui est revenue très souvent, c'est celle que vous évoquiez. C'est-à-dire, on comprend que votre boussole, c'est la stabilité des prix, c'est l'inflation, mais on a l'impression que dans la mesure de l'inflation, vous n'intégrez pas, ou pas assez, un élément très important pour nous, qui est le coût du logement. Alors, c'est pas facile à réaliser. Oui, alors il faut rester une minute là-dessus pour préciser les choses. Les loyers sont dans l'indice des prix. Mais là, on parle du coût du logement pour les propriétaires. En France, on a quoi, 2 tiers de propriétaires, je crois. Alors, c'est moitié-moitié, à peu près. Ça pose effectivement un certain nombre de questions techniques. Donc, on a dit que c'était un projet qui prendrait quelques années et qu'on allait voir avec l'Institut statistique. Mais je crois qu'il est logique de mieux prendre en compte le coût du logement pour crédibiliser encore la perception de l'inflation par nos concitoyens. Une des choses qui s'est confirmée dans cet exercice, la Banque de France à votre écoute, ça n'est pas propre à la France, ça n'est pas nouveau, mais que les Français dans l'ensemble pensent que l'inflation est très supérieure à ce qu'elle est en réalité. Plus en France qu'ailleurs? Non, pas plus en France qu'ailleurs, mais je vous donne les chiffres pour la France. On a fait un sondage. 43% des Français, là, en janvier dernier, pensaient que l'inflation était supérieure à 2%. Nettement. Or l'année dernière, l'inflation a été de 0,5. Vous voyez, il y a un écart très, très important. Je pense que cette histoire du coût du logement va contribuer à réduire l'écart. Mais l'écart demeurera d'ailleurs pour une raison très simple. Vous, moi, tout le monde, on retient beaucoup plus les prix qui montent que les prix qui baissent. C'est une asymétrie de perception. De combien l'inflation va augmenter, a priori, en intégrant les coûts du logement pour les propriétaires? Alors ça, on ne peut pas encore donner de chiffres. Ça n'est pas une révolution. Pas de révolution ce matin. En la matière, mais je crois que ça sera très important pour crédibiliser la mesure de l'inflation et ancrer ce qu'on appelle les anticipations d'inflation des ménages et des entreprises. Ça, c'est un engagement que nous prenons, nous, Banque de France. Nous allons maintenant mesurer ces attentes d'inflation, ces anticipations d'inflation des ménages et des PME, et pas seulement celles des marchés financiers. C'est très important, les marchés et les experts de la finance, mais nous voulons aussi parler, interagir avec les acteurs économiques. Est-ce qu'il faut comprendre aussi, au passage, que la BCE, puisqu'on parle d'immobilier, indirectement n'acceptera pas que les prix de la pierre augmentent trop vite? Ou ça n'a rien à voir, ou là pour le coup ça rentre dans votre objectif de stabilité financière? Oui, je crois que c'est un élément différent. Mais je fais exprès de faire le lien. Je salue votre talent, mais c'est la prise en compte de ce qu'on appelle la stabilité financière. Notre boussole, c'est les prix à la consommation, soyons clairs. Mais vous regardez on n'intègre pas le prix des actifs. Regardez les prix des... Mais nous regardons, c'est un des éléments de contexte, qu'on appelle la stabilité financière. C'est-à-dire prévenir des risques de crise, éviter des bulles, etc. Nous le faisions déjà 2 fois par an. Il y a eu une évaluation des risques systémiques par la Banque de France, il y a une revue de stabilité financière par la BCE. Mais maintenant, nous avons dit, c'est un des changements, que chaque trimestre, nous intégrerions des éléments de stabilité financière dans notre analyse monétaire. Un petit mot, François Villeroy de Galhau, c'est important. On parle beaucoup de transition énergétique. La BCE va davantage, j'ai envie de dire, ou pas d'ailleurs davantage, intégrer le changement climatique. Est-ce que hier, vous avez acté, on va dire, le verdissement de la politique monétaire de la BCE? En tout cas, nous l'avons sérieusement engagé. Et ça, je crois que c'est le 3e changement auquel cette remise à neuf répond. J'ai parlé du changement économique, du changement psychologique qui est les attentes des concitoyens, légitimes. Et puis, il y a le changement climatique, bien sûr. Et là, nous avons dit que nous ferions tout ce qui dépendait de nous en la matière. Et que nous le ferions... Dans le cadre de votre mandat. Alors, le très important, c'est dans le cadre de notre mandat. Parce que j'entends des interrogations depuis hier qui, comme d'habitude, sont des 2 côtés. Il y a des gens qui disent « vous n'en faites pas assez ». Et puis, il y a des gens qui disent « mais pourquoi est-ce que vous vous occupez du climat ?» Nous nous occupons du climat au nom même de notre mandat de stabilité des prix. Parce que le changement climatique, il affecte l'activité économique. Il affecte le niveau des prix. C'est évident à long terme, s'il y a, comme c'est souhaitable, un prix du carbone qui monte. Mais
C'est même vrai à court terme. On a des exemples. Regardez ce qui se passe dans l'industrie automobile à cause du changement climatique. Ça perturbe l'activité économique. Regardez, il y a 3 ans en Allemagne, le bas niveau du Rhin, à cause de la sécheresse, ça a perturbé l'activité économique et fait baisser les prix. Donc, il est très important que nous prenions en compte le changement climatique. Et là, la Banque Centrale Européenne, la Banque de France, je dois dire, y a très activement participé, parce que nous sommes reconnus vraiment comme pionniers en Europe là-dessus, est la première banque centrale à intégrer le changement climatique dans sa politique monétaire. Vous parliez tout à l'heure de la revue stratégique de la Fed l'année dernière. Très bien, des tas de choses intéressantes, mais rien sur le changement climatique. Ça devient donc une priorité stratégique de la BCE? Je ne sais pas si j'emploierais le mot priorité stratégique. Nous gardons un mandat, c'est la stabilité des prix. Mais s'ils vont être sérieux par rapport à ce mandat, il faut intégrer le changement climatique. Donc on va d'abord le faire dans nos modèles économiques, c'est un sérieux travail. On va le faire en publiant nos risques climatiques et publiant surtout ceux de nos contreparties. Et puis on va le faire en modifiant nos opérations de politique monétaire, nos achats d'obligations d'entreprise ou nos prises en garantie, ce qu'on appelle le collatéral. Donc ça veut dire quoi concrètement? Vous allez cesser d'acheter des obligations d'entreprise considérées comme étant pas assez vertueuses, trop polluantes? Non, on ne va pas forcément cesser d'acheter. On a mis un plan d'action. On a mis un plan d'action sur 3 ans qui est précis, avec pas mal de travail à faire. Mais vous voyez, 3 ans, c'est pas très long par rapport à l'évolution que ça représente. Quelle est l'idée? Je vais prendre les titres que nous achetons ou les titres que nous prenons en garantie, le collatéral. Nous en faisons aujourd'hui une évaluation financière, sérieuse. Il faut savoir leur valeur. Dans cette évaluation, nous devrons intégrer le risque climatique. Si vous avez un prêt sur une centrale à charbon, il y a un risque climatique très fort associé qui affecte la valeur de ce prêt. Donc nous devons intégrer, et c'est un vrai travail que nous allons faire à partir des informations publiées par les entreprises, et j'espère, David Jaco, de plus en plus harmonisé. Ça, c'est un chantier mené à l'échelle européenne parallèlement. Obliger les entreprises à publier leur risque climatique selon une taxonomie, une nomenclature harmonisée. Gros travail. Pour qu'on puisse comparer les entreprises et leurs efforts. Je le disais tout à l'heure, on se plaint souvent du retard de l'Europe. Voilà un sujet où l'Europe est en avance à l'échelle mondiale. Personne ne nie plus le changement climatique depuis le départ de M. Trump. Mais là, l'Europe a le lead et la Banque Centrale Européenne a le lead. Bon, on va terminer là-dessus. On parlait des citoyens français, européens qui ont envie de comprendre la politique monétaire. Et donc, Christine Lagarde l'a dit hier, il y aura une amélioration de la communication de la BCE pour la rendre moins jargonnante, c'est ça? Est-ce qu'il y a des termes qui seront tabous? Quels seront les termes qui seront proscrits, qu'on n'entendra plus dans la bouche de François Villeroy-de-Galhau? D'abord, je ne crois pas que Christine Lagarde est moins jargonnante. Non, c'est moi, ça c'est moi. Et à ma modeste échelle, j'essaye de ne pas être jargonnant. Non, mais ça veut dire quoi? Et la Banque de France, là aussi, a été assez pilote. Je vous ai parlé des 260 000 citoyens. Nous avons créé Citeco, le musée de l'économie. On est aujourd'hui la première banque centrale nationale sur les réseaux sociaux, etc. Comment on améliore encore cette communication? Au fond, je résumerai en disant qu'on a franchi une étape il y a une vingtaine d'années, qui est celle de la transparence, c'est-à-dire de publier des informations, mais qui restait essentiellement tournée vers les experts, les professionnels financiers, etc., qui reste un public important. Je crois qu'il faut passer de la transparence à la clarté, c'est-à-dire d'être compréhensible par tous. Ça veut dire, pour prendre l'exemple de la Banque Centrale Européenne et la Banque de France, quand nous prendrons des décisions de politique monétaire, et on va commencer dès notre conseil de juillet, dans 15 jours, là aussi c'est un beau travail, de pouvoir les donner avec des détails techniques pour le public des experts, mais de pouvoir aussi les publier de façon plus simple, cohérente, pour l'ensemble des acteurs économiques. Comestible. Oui, ou en tout cas accessible. Il n'y a pas de raison. Il faut des détails techniques pour une partie du public. Mais ce n'est pas au nom de ces détails techniques que l'ensemble de la politique monétaire doit être inaccessible. Et c'est un enjeu démocratique, mais c'est aussi, David Jaco, un enjeu économique. Je suis convaincu, c'est ça qui nous anime à la Banque de France, qu'une politique monétaire qui est mieux comprise sera mieux transmise et donc plus efficace. Et mieux comprise, y compris par l'ensemble des acteurs économiques. C'est les ménages, c'est les patrons de PME, etc. Si, par exemple, leurs anticipations d'inflation coïncident mieux avec notre objectif de 2% clarifié, ça, c'est un élément de grande efficacité de la politique monétaire. Bon, avant de se quitter, il y a cette lettre aujourd'hui, la lettre au président, que vous remettrez à Emmanuel Macron.
Bon, le contenu, on ne peut pas l'avoir évidemment, mais les grandes lignes... Alors, chaque année, c'est une tradition républicaine depuis 1945. La Banque de France publie une lettre au président de la République que je lui remettrai cet après-midi et que nous publierons ce soir. Le thème cette année, on l'avait préparé pas tout à fait par hasard, mais je dois dire que le calendrier tombe très bien. C'est la politique monétaire au-delà de la crise Covid. Donc nous faisons à la fois l'analyse de tout ce qui s'est passé dans la crise Covid. Nous disons ce que les Français nous ont demandé dans cet exercice, la Banque de France à votre écoute. Et puis en dernière partie, nous présenterons de façon très concrète, très précise, les changements apportés par la revue stratégique. Bon voilà, merci d'avoir été avec nous. Donc François Villeroy-de-Galhau, le gouverneur de la Banque de France, invité à la grande interview d'Ecorama sur Boursorama. Merci. Merci. À bientôt.